Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour notre premier webinaire de l'année. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année, vous souhaiter bonne santé, c'est le plus important. Pour ce soir, le thème du webinaire sera la polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante et oméga 3. Et donc, ce sera présenté par Anne-Laure Denon, qui est nutritionniste naturopathe et docteur en pharmacie, que je vous laisserai se présenter tout à l'heure. Donc sur la partie de ce soir, c'est moi qui anime le webinaire, tout simplement. Et je suis aussi là au niveau du chat et de la parole pour de donner la parole justement. Si vous avez un souci, vous pouvez l'écrire dans le chat. Comme on disait tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire pour le rendre un peu plus vivant. Donc voilà, en écrivant simplement ou en levant la main. Et avant qu'on commence, je vais vous présenter rapidement Norsan, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Norsan est un laboratoire d'origine norvégienne qui a son siège à Berlin. Et donc, en Allemagne, on est déjà davantage présent, puisqu'on est numéro 1 en pharmacie, mais on est aussi présent dans d'autres pays, comme l'Italie et la Pologne. Et puis, on démarre tout juste avec l'Espagne et le Danemark également. Donc, l'objectif de Norsan, c'est bien sûr d'informer sur l'importance des oméga 3, sur l'importance du rapport oméga 6-3 et puis de proposer des oméga 3 de qualité. Donc voilà pour la partie sur Norsan. Je laisse la parole à Madame Denon. Et puis on va commencer ce webinaire, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler un peu plus en détail des produits Norsan. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas à participer pendant le webinaire si vous avez des questions. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc bienvenue pour ce premier webinaire de l'année, comme l'annonçait Magali. Donc aujourd'hui, on va traiter la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, en lien avec justement les oméga 3, mais pas que. On va donc commencer cette belle aventure avec justement quelques définitions des pathologies, quelles sont justement les caractéristiques, les traitements traditionnels, etc. Ensuite, on verra en fait quelle alimentation, quel régime alimentaire permet justement de mieux accompagner ces pathologies. Et puis, par la suite, on verra tout l'intérêt des oméga 3, justement, parmi les micronutriments essentiels, à justement apporter en vue d'accompagner toutes ces pathologies. On terminera avec les différentes stratégies de complémentation. On verra ça ensemble de façon pratique. Et ce que je vous invite à faire, c'est n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser tout simplement au fur et à mesure du webinaire, sachant que bien sûr, il y a une session questions-réponses à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à intervenir au cours de celui-ci. Voilà, ça ne sera que mieux, beaucoup plus vivant, et c'est vrai que c'est mieux. Alors, hop, un petit souci au niveau. J'arrive directement à la fin de ma présentation, donc il y a un petit souci. Désolée, je vais repartir du plein écran, parce que là, il y a un problème. Voilà, ça y est, j'y suis. Hop, est-ce que vous voyez bien? Il faut remettre en plein écran. On est en plein écran. Voilà, super. Voilà. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie articulaire inflammatoire chronique qui touche plusieurs articulations. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle, on prend le terme de polyarthrite. Là, c'est vraiment une maladie auto-immune avec des auto-anticorps qui sont dirigés contre la membrane synoviale des articulations. Et cette maladie entraîne la déformation ou la destruction progressive des articulations. Souvent, elle s'attaque aux mains et aux pieds.
Donc, si on visualise ce schéma, donc on voit donc la capsule synoviale, hein, le liquide articulaire et le cartilage, donc d'une articulation normale. Lorsque l'on a justement atteinte, donc des personnes qui commencent à souffrir de la pathologie de la polyarthrite rhumatoïde, donc on a une inflammation, une hypertrophie donc de la membrane synoviale, et on voit donc sur le troisième schéma que il y a non seulement la membrane synoviale donc qui souffre, qui est très inflammatoire, mais on a également le cartilage qui, justement, est la cible de la pathologie avec le développement d'ulcération osseuse également. Voilà. C'est une maladie donc évolutive qui... alors, voilà, j'y suis. Qui est caractérisée par l'inflammation de la membrane synoviale, l'épaississement du tissu synovial et l'infiltration de nombreuses cellules inflammatoires, monocytes, lymphocytes, etc., qui détruisent le cartilage. Quels sont les mécanismes impliqués dans la polyarthrite rhumatoïde? À la fois, bien sûr, un système immunitaire stimulé anormalement avec l'apparition d'auto-anticorps, mais également le développement d'une réaction inflammatoire chronique avec, on va le voir, on va le détailler tout au long de cette formation, ce webinaire, des cytokines qui sont produites en grande quantité et qui entraînent inflammation et destruction tissulaire. Voilà. Les cytokines, ces molécules inflammatoires, stimulent à la fois les cellules monocytes et chondrocytes, les cellules immunitaires qui vont elles-mêmes produire des radicaux libres, et les radicaux libres s'attaquent un peu à tous les constituants cellulaires. Également, les enzymes vont détruire peu à peu les tissus. Quels sont les traitements? Voilà, donc les traitements pour la polyarthrite rhumatoïde, principalement les antalgiques, les corticoïdes pour diminuer cette inflammation. Alors, pour ce qu'on va retrouver, principalement, on va retrouver la sulfasalacine, donc c'est l'azopirine, qui est un anti-inflammatoire de la muqueuse intestinale. Et on va retrouver également les immunosuppresseurs qui essayent justement que l'on emploie pour essayer de juguler la surstimulation immunitaire. Donc, on parle beaucoup du méthotrexate. Les autres stratégies, ce sont les anti-TNF-alpha, les anti-IL-6, voilà, qui sont également de plus en plus employés dans les protocoles à l'hôpital et autres. Voilà. On fait le parallèle avec la spondylarthrite ankylosante, qui, elle, touche surtout la région lombaire et le bassin, qui entraîne des arthrites, des inflammations des tendons et ou des ligaments. On va se retrouver face à des personnes qui ont des douleurs chroniques au niveau sacro-iliaque et qui s'étendent peu à peu lorsque la maladie évolue à l'ensemble de la colonne vertébrale. Voilà, on va retrouver des personnes qui souffrent au niveau des genoux, des chevilles, des épaules, de l'attache des tendons, avec vraiment une grosse fatigue associée. On en parlera donc ensuite dans l'aspect pratique à la fin de cette présentation. Quel est le traitement de la spondylarthrite? Le traitement classique, c'est toujours comme la polyarthrite rhumatoïde, un traitement pour la douleur avec des AINS et ou des antalgiques, des corticoïdes également en intra-articulaire, et le traitement de fond, pareil que la polyarthrite, méthotrexate ou salazopirine, des traitements qui sont quand même assez peu efficaces, donc je peux vous le dire, puisque c'est vrai que je suis des personnes qui ont ces pathologies et qui s'en plaignent et qui essayent de trouver des alternatives. Et voilà, donc c'est bien vraiment de pouvoir les accompagner et on va le voir comment. Les anti-TNF-alpha injectables également sont de plus en plus employés dans les protocoles, mais quand même 30% de patients non répondeurs, avec une diminution progressive de leur efficacité. Alors au début, c'est vrai que les personnes sont super contentes, ils disent « Ah super, je suis répondeur à ce traitement, etc. » Et finalement, au bout de quelques mois, ils commencent un peu à déchanter. Donc, il y a vraiment importance à les accompagner avec des traitements alternatifs, la nutrition, la micronutrition, on va le voir comment.
Ensuite, il y a d'autres stratégies avec les anti-IL-12, les anti-IL-17, etc. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Justement, le sujet d'aujourd'hui. je me permets de vous couper parce qu'on a déjà une question. Mais on y répondra par la suite, je pense. Mais est-ce que vous connaissiez le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par une cure de 3 grammes ou plus de DHA et EPA par jour? Donc, la cure doit durer 3 mois pour voir et sentir les effets d'amélioration significative. Voilà, avez-vous l'expérience de cette guérison? Tout à fait. Voilà, donc ça, on va vraiment le détailler. Hein. Donc là, on est vraiment sur le début. Je voulais quand même vous parler de ce qui se fait en pratique, en médecine conventionnelle, pour aussi vous expliquer comment justement mettre en place des stratégies alternatives pour accompagner les personnes qui sont sous traitement ou bien également pour les accompagner lorsqu'elles commencent justement à être non répondeurs sur ces traitements. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout cela dans le détail et je vais répondre précisément à cette question. Voilà. Alors, on fait un parallèle entre polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, en ce qui concerne justement les facteurs qui seraient incriminés dans ces deux pathologies. Une prédisposition génétique dans les deux cas, également des facteurs environnementaux qui sont prépondérants. On va le voir également, la perturbation de la flore intestinale qui est vraiment au centre également de ces deux pathologies. Alors, en fait, on va commencer par justement ce déséquilibre du microbiote, cette dysbiose, qui est vraiment, comment dirais-je, qui n'est pas uniquement évoquée dans les, comment dirais-je, dans les sphères autres que la médecine conventionnelle, mais voilà, les médecins sont de plus en plus attentifs et utilisent dans leur protocole justement les probiotiques, les associent par exemple à des traitements conventionnels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est acté, puisque chaque fois, je vous cite en bas des diapos donc les publications scientifiques sur lesquelles je m'appuie pour vous affirmer telle ou telle chose. Mais en tout cas, pour la polyarthrite rhumatoïde, on a vraiment une surreprésentation de certaines bactéries intestinales comme Prevotella copri et une sous-représentation d'autres bactéries qui montrent justement un déséquilibre du microbiote intestinal. Pour la spondylarthrite, c'est une autre catégorie de bactéries que l'on appelle Ruminococcus navus, qui est vraiment également un marqueur de la dysbiose et également qui signe cette spondylarthrite. Vraiment, on a les caractéristiques au niveau des déséquilibres de microbiote pour ces deux pathologies. Alors, vous le savez certainement, mais c'est toujours bien de se remettre en tête certaines choses autour du microbiote et de l'intestin qui est vraiment très très proche du système immunitaire au niveau intestinal. L'intestin, finalement, il est au cœur de l'immunité. Voilà. Le système immunitaire intestinal, c'est quand même 60% de notre système immunitaire en totalité, en fait. Donc, on a vraiment comment dirais-je, vraiment une représentation du système immunitaire très importante au niveau de l'intestin. Et effectivement, on peut comprendre l'impact d'un microbiote en bonne santé ou en mauvaise santé, justement sur une meilleure tolérance du système immunitaire. Donc, on a vraiment cette interaction entre système immunitaire et intestin. En cas de dysbiose, donc c'est le cas pour les deux pathologies, donc on a vraiment ce facteur qui a été déterminé dans les éléments déclencheurs de cette polyarthrite et de cette spondylarthrite. Eh bien, on va avoir un liquidiote, donc une perméabilité intestinale et justement le super antigène, on l'appelle le LPS, peut être, puisque ça fait partie des éléments, ce n'est pas le seul, un élément déclencheur des maladies auto-immunes, puisqu'il va permettre, cette dysbiose, ce liquidiote va justement être vraiment très délétère pour la muqueuse intestinale, qui va laisser passer des éléments qu'il ne devrait pas laisser passer, comme ce super antigène, qui va stimuler justement les défenses immunitaires,
surstimuler justement ces défenses immunitaires et être à l'origine justement de cette auto-immunité. Alors, on a vraiment toutes nos cartes à jouer avec l'alimentation, la micronutrition, par rapport justement à cette santé intestinale et ces pathologies que l'on traite aujourd'hui. Comment? Alors, première chose, on va voir les différentes alimentations qui seraient intéressantes de mettre en place pour essayer justement d'atténuer, d'accompagner ces pathologies. En premier lieu, je vais vous évoquer le régime méditerranéen, puisqu'en fait, différentes études montrent vraiment des effets bénéfiques de ces régimes méditerranéens pour la prise en charge des patients atteints de la polyarthrite rhumatoïde. Vraiment, on a des réductions de la douleur et on a une meilleure mobilisation des articulations. Voilà, là, je vous ai cité une étude qui regroupe différentes autres études qui ont été publiées donc, en 2018, donc des choses assez récentes qui corroborent des études antérieures, toujours, voilà. Mais c'est bien de vous citer quand même les sources les plus récentes. Pour vous montrer qu'on est toujours sur cette considération du régime méditerranéen en accompagnement de la spondylarthrite et de la polyarthrite rhumatoïde. Et on va justement s'intéresser aux spécificités de ce régime méditerranéen. Quelle spécificité de ce régime aurait un impact sur la santé intestinale et permettrait d'agir favorablement sur cette donnée qui fait partie justement des problèmes à régler quand on a ces pathologies. Eh bien, on a à la fois la richesse en fibres, puisque c'est vrai que le régime méditerranéen, peut-être qu'il faudrait que je le définisse, ou est-ce que vous êtes plutôt familier avec ce régime méditerranéen? Après, c'est vrai que je peux y passer quelques instants. Donc, un régime méditerranéen, c'est vraiment une alimentation qui met vraiment en avant tous les végétaux. On a une consommation, bien sûr, de viande, mais en petite quantité, en privilégiant les viandes blanches et également les poissons. Voilà, donc également tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est oléagineux, les noix par exemple, noix de Grenoble, sont assez bien représentées dans le régime méditerranéen. Donc finalement, au total, toujours bien sûr avec l'activité physique qui va avec, puisque l'activité physique fait partie également des habitudes méditerranéennes, eh bien on va avoir au total un régime qui est riche en fibres, donc en végétaux. Les fibres, eh bien, c'est les aliments du microbiote, donc les microbiotes, nos petites bactéries sont super contentes quand on leur apporte des fibres en quantité. Le régime méditerranéen apporte également des acides gras oméga 3, donc les acides gras oméga 3 qu'on va retrouver par exemple dans les noix, donc les noix qui sont apportées de façon assez régulière dans cette alimentation, mais également les poissons, surtout les poissons gras, et puis également des apports en polyphénol, puisque le régime méditerranéen également se caractérise par un apport de vin rouge régulièrement, donc un petit verre de vin de temps en temps, plusieurs fois par semaine, qui apporte des polyphénols. Mais bien sûr, les polyphénols, ce n'est pas uniquement le vin, c'est d'autres fruits qui en sont très, très riches. Voilà. En tout cas, on peut considérer ces trois choses comme plutôt favorables. Et dans ces trois choses, on retrouve les oméga 3, donc qui sont vraiment centrales dans justement l'accompagnement et la prise en charge des pathologies spondylarthrite et polyarthrite rhumatoïde. On le voit dans ce schéma que j'ai repris donc de la publication citée autour du bienfait du régime méditerranéen autour de la polyarthrite rhumatoïde, que je vous ai cité en bas de diapo. Et on voit que les oméga 3 sont vraiment quelque chose de central. Ils vont à la fois donc améliorer donc la barrière intestinale, donc
vraiment intéressant sur cette dysbiose et cette fragilisation de la membrane intestinale que l'on a vu donc, au centre de la pathologie. Mais les oméga-3 également vont permettre de diminuer vraiment l'inflammation systémique qui est au cœur aussi de cette pathologie. Hein. Donc, on est sur voilà, des rhumatismes inflammatoires. Hein. On est sur de l'inflammation. Et ça également, on va vraiment le développer. Donc tout ça, on va en lien avec donc, la modulation du microbiote. On voit également donc l'intervention des fibres, des polyphénols qui sont vraiment au cœur également du régime méditerranéen. Alors, justement, je voulais vous alerter et attirer votre attention sur l'interaction oméga-3, acide oméga-3 et microbiote. Ça, c'est vraiment important aussi, parce que les oméga-3, en fait, interagissent avec le microbiote et le système immunitaire intestinal. Donc, je voulais mentionner dans la diapo précédente, mais également, là, je vous cite une publication donc, qui a été réalisée donc en 2017, je vous ai également en bas de diapo, où on a vraiment les tenants et les aboutissants de cette interaction entre acides gras oméga-3 et microbiote. Eh bien, les oméga-3 aident à la fois à maintenir l'intégralité de la barrière intestinale, mais également agissent sur la composition du microbiote intestinal. Donc, cette publication cite différentes études, hein, donc c'est vraiment une synthèse d'études qui ont été réalisées à la fois chez l'homme et chez l'animal. Donc, ce n'est pas quelque chose au hasard que je vous affirme, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très sourcé. Voilà. Repassons justement sur d'autres régimes hein, qui sont d'autres alimentations, hein, l'alimentation hypotoxique. Donc, voilà, on a commencé par l'alimentation méditerranéenne, très importante, on a vu, avec apport en fibres, apport en oméga-3, apport en polyphénol. Mais c'est intéressant aussi de spécifier que l'alimentation méditerranéenne, dans l'alimentation méditerranéenne, on essaye également d'éviter les aliments transformés, ultra transformés, on essaye de cuisiner soi-même. On est quand même sur une alimentation hypotoxique et ce qui me permet de faire le lien avec le régime sénialé qui est vraiment l'alimentation hypotoxique un peu encore plus poussée puisque là, non seulement on n'a pas ultra transformés, on n'a pas de produits ultra transformés, mais en plus on n'a pas de produits laitiers, on n'a pas de produits qui contiennent du gluten, puisque ces deux choses, lait et gluten, sont vraiment connus pour leur effet quand même pro-inflammatoire. Voilà. Je vais faire une petite aparté sur ces régimes sénialés parce que c'est intéressant quand même de le savoir. Moi, c'est ce que j'utilise donc dans. Excusez-moi, je crois que je ne me suis pas présentée au début de mon intervention. C'est vrai que comme ça, je peux un peu plus vous expliquer les choses et d'où je vous affirme tout ce que je vous affirme. J'ai à la fois donc une casquette entre guillemets, auteur, également journaliste scientifique autour de l'alimentation, de la micronutrition, hein, puisque j'écris des articles sur la nutrition.fr. Également, j'ai publié des livres aux éditions Thierry Soucard sur justement les additifs alimentaires. Donc, je connais très bien le sujet de l'alimentation hypotoxique. Mais également, j'ai également un cabinet, bien sûr, de consultation en nutrition, micronutrition, ce qui me permet justement de suivre des personnes. En l'occurrence, là, je vous évoque le sujet polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante, puisque c'est quelque chose que je suis et que j'accompagne au quotidien. Voilà. Donc, j'ai à la fois le versant pratique et le versant théorique. Voilà ce qui me permet de faire cette présentation aujourd'hui et d'insister un petit peu sur cette alimentation hypotoxique avec le régime sénialé, qui est un régime donc sans lactose, sans gluten. Les cuissons haute température sont proscrites. Également, on utilise dans ce régime uniquement des aliments biologiques et des huiles de première pression à froid.
il faut quand même préciser donc que dans ce régime, l'alimentation ne fait pas tout. Le régime signalé également fait appel à de la complémentation, en l'occurrence des sels magnésiens, des vitamines, en l'occurrence la vitamine D, hein, on va vraiment bien insister sur cette vitamine D, les vitamines B, les vitamines C, des minéraux et des probiotiques. Voilà. Également des associations pro- et prébiotiques. Première publication sur signalé, donc en 1989, hein, donc quelque chose qui date, avec vraiment des résultats extraordinaires hein, sur la polyarthrite rhumatoïde. Alors, les publications ont été beaucoup critiquées hein, sur la méthodologie, etc. Mais moi, je trouve qu'elles ont vraiment le mérite de mettre en évidence cette alimentation hypotoxique et son intérêt sur la polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Donc, sur 297 patients suivis par le docteur Seignelé, on a quand même 104 patients qui ont une amélioration forte. Donc, 90% des patients, une amélioration forte sur la polyarthrite rhumatoïde. Une rémission complète pour 131 patients, avec pas de rechute observée depuis 1 an, et donc depuis 11 ans pour le plus ancien. Alors, attention, dès qu'on change, dès qu'on fait des écarts, il y a sanction derrière. Hein. Donc, le changement nutritionnel a des effets dès les premiers mois, donc c'est assez rapide. Et ça, je peux l'affirmer parce que moi, c'est ce que je conseille aux personnes qui viennent me voir pour ces pathologies, c'est de partir sur un régime sans lait, sans produits laitiers, donc sans gluten, hypotoxique, sans aliments ultra transformés. Et vraiment, on a des résultats. Mais moi, en plus, je vraiment suis très vigilante sur les oméga-3 avec l'enrichissement de l'alimentation des personnes que je suis en oméga-3, bien sûr, via bien sûr les huiles, hein, les huiles de colza, les huiles de lin, les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. Donc peut-être que tout ça, ça vous est donc assez familier, donc je ne vais peut-être pas y revenir tout de suite, à moins qu'il y ait des questions, bien sûr. J'interviens ici, désolée. Sur le régime signalé, justement, on a une remarque, vous parliez des écarts qui ne pardonnent pas. Apparemment, enfin, il semblerait que ce soit contraignant sur le long terme pour les patients. Est-ce que vous avez des conseils? Exactement, oui, tout à fait. Merci pour cette question très, très pertinente. Voilà, c'est vrai que les écarts ne pardonnent pas. C'est pour ça que le régime signalé n'est pas suffisant. Donc, il y a voilà, comme je vous le disais, toute une série de micronutriments qui doivent accompagner le régime signalé. Pas uniquement ceux que l'on a listés tout à l'heure, mais aussi oméga-3 et puis d'autres micronutriments que je vais développer dans la suite de la présentation. Après, bon, il faut quand même dire les choses. Hein, les personnes qui sont passées sans produits laitiers, honnêtement, et sans gluten, voilà, pour des petits écarts, voilà, il n'y a pas de rechute vraiment très importante, mais on peut dire qu'elles ne peuvent pas remanger autant de fromage et de gluten qu'auparavant. Et de toute manière, d'elles-mêmes, elles en sont conscientes et elles reprennent vite donc les bonnes habitudes sans lait, sans laitage et sans gluten. Voilà. Mais effectivement, hein, il y a pas mal de choses pour les accompagner en plus de ce régime qui effectivement est assez contraignant. Voilà. Pour la spondylarthrite ankylosante, également de bons résultats hein, sur le régime signalé avec donc 116 donc, personnes qui ont répondu favorablement au traitement sur 122, donc c'est assez énorme, avec 40 patients qui ont une amélioration supérieure à 90% et des rémissions complètes, etc., avec même des arrêts des traitements médicamenteux. Alors, j'insiste vraiment sur cette alimentation hypotoxique. Parce que l'alimentation hypotoxique, c'est aussi au cœur, justement, de la problématique actuelle, avec justement notre société hein, qui nous pousse à finalement faire appel à ces produits tout faits, tout prêts à consommer, qu'on appelle les aliments ultra transformés, qui contiennent malheureusement de nombreux additifs. Voilà. Les aliments ultra transformés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, ce sont
tout ce que vous pouvez trouver en supermarché, avec des listes d'ingrédients auxquels on ne comprend pas grand-chose, en fait, hein, qui sont plutôt des produits chimiques plutôt que des vrais aliments, hein, voilà, et sur lesquels on a vraiment énormément d'additifs, hein, jusqu'à 7-8 additifs, pour essayer justement de donner un meilleur goût, une meilleure couleur. Voilà, je souhaite vous mettre en garde contre deux additifs qui ont un impact énorme sur le microbiote intestinal. Des additifs de la catégorie des émulsifiants, des agents de texture en fait qui donnent justement de la texture aux aliments, du moelleux, voilà, je vous ai fait des petites images. Là, on voit les crèmes glacées, donc une meilleure onctuosité pour les glaces. Hein, donc, ce sont le E466 par exemple, que l'on appelle le carboxyméthylcellulose pour son nom chimique, et le 433, le polysorbate 80. On retrouve également le E471. Et tous ces additifs sont extrêmement présents dans notre alimentation, dans ces produits ultra transformés, dans les confiseries, les crèmes desserts, les crèmes glacées, etc. On peut les retrouver dans de nombreux plats préparés, mais c'est assez bluffant de voir le nombre de produits qui en contiennent. Je peux vous l'affirmer en ayant écrit donc le nouveau guide des additifs, et puis en ayant participé à différentes émissions télévisées, justement les journalistes me demandaient, me donnaient des listes d'ingrédients sur des glaces pseudo-artisanales où on retrouvait systématiquement ces émulsifiants. Et malheureusement, ces émulsifiants ont vraiment un impact avéré, puisque l'autorité européenne en charge de l'examen des additifs a noté vraiment les effets dans son dossier de réévaluation de 466. Ils notent, vraiment c'est noté noir sur blanc sur leur dossier, altération du microbiote intestinal, promotion de l'inflammation de l'intestin, etc., etc. Mais malheureusement, les additifs ne sont pas les seuls qui vont perturber le microbiote et la barrière intestinale. Les médicaments sont également, et les polluants sont au cœur de cette problématique, avec les anti-inflammatoires, l'aspirine qui agresse la muqueuse intestinale, les inhibiteurs de la proton, etc. Mais en tout cas, dans notre stratégie, dans justement les classiques, hein, les traitements classiques pour la spondylarthrite et pour la polyarthrite rhumatoïde, les antidouleurs sont au cœur, hein, de cette prise en charge, hein, de cette prise en charge de ces maladies. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on a à faire pour accompagner? Il faut essayer justement au maximum de réduire les anti-inflammatoires, les corticoïdes, et justement de trouver comment justement faire baisser tout cela. Et ça, on va pouvoir le faire grâce aux oméga 3, puisque les oméga 3, la complémentation en oméga 3, donc là, je vous ai cité donc, une complémentation assez importante. Là, on est sur 5,5 g d'EPA DHA, effectivement. Donc, je réponds partiellement donc, à la question de Mireille. Non, je ne sais plus qui vous avez posé cette question. Peut-être, je n'ai plus le prénom en tête. En tout cas, voilà. Premier élément de réponse, effectivement, une complémentation en oméga 3, 5 g d'EPA et DHA chez des patients qui sont sous traitement, méthotrexate, sulfaxine et hydroxychloroquine, ralentit donc la progression de la polyarthrite rhumatoïde et permettrait d'augmenter les taux de rémission et surtout de limiter l'usage des médicaments qui sont vraiment délétères pour le microbiote et la bonne santé intestinale. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, dans les traitements conventionnels, puisque on sait que le microbiote, effectivement, eh bien, il faut quand même y prêter très attention. Mais d'un autre côté, eh bien, les antidouleurs, c'est pas super. Et voilà, donc l'objectif pour l'accompagnement, c'est d'essayer de limiter justement l'appel aux AINS, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, aux antalgiques. Et on peut le faire. Regardez. Les oméga 3 permettent réellement de réduire la prise d'AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà. Une méta-analyse que je vous ai citée ici, qui montre vraiment, voilà, une méta-analyse qui regroupe, hein, une méta-analyse, ça veut dire que c'est une publication qui regroupe de nombreuses études. Là, on a quand même 10 essais
contrôlée randomisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire randomisée? Ça veut dire qu'on a pris donc une partie de patients atteints de polyarthrite rhumatoïdique auxquels on a fait donc prendre des oméga-3, les autres ne les ont pas pris. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la consommation d'acides gras oméga-3 réduit la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment stratégiquement quelque chose de super important à mettre en place. Ils permettent également de réduire les antalgiques, hein, les oméga-3. On voit également dans un effet prospectif contrôlé, randomisé ou double aveugle, une supplémentation en EPA et DHA à 1,8 g d'EPA, 2,1 g de DHA, avec donc en accompagnement d'un traitement standard pendant 3 mois, améliore de façon significative les personnes qui prenaient les oméga-3. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut réduire la médication anti-inflammatoire, antalgique avec une complémentation en acide gras oméga-3. Alors, c'est vrai qu'on a vu en accompagnement, les oméga-3, super important en accompagnement des deux pathologies, mais également, vous voyez ici qu'en prévention, c'est important aussi les oméga-3. On voit, par exemple, sur des études prospectives donc, qui ont suivi 32 000 femmes pendant 7 ans en Suède, que celles qui mangeaient le plus d'oméga-3, qui provenaient de poissons gras, avaient un risque réduit de moitié de développer une polyarthrite rhumatoïde par rapport à celles qui ont consommé le moins. Donc vraiment, les oméga-3, à la fois super en accompagnement et à la fois également super en prévention. Alors, on avait deux questions, pardon. Bien sûr. Donc, on avait une personne qui s'étonnait des 5 grammes par jour, pour commencer. Oui. Je vous laisse peut-être. Tout à fait. Alors, 5 grammes par jour, là, on est sur une étude qui n'utilise que des oméga-3. Donc, on va voir que ces doses un peu massives, c'est vraiment pour les études dans le quotidien, on va pas faire appel à de telles doses. Donc, on va plutôt taper autour maximum des 1 gramme. Voilà. Donc, on a plein de stratégies pour accompagner. Donc là, c'était une stratégie. Donc, voilà, les chercheurs voulaient montrer justement l'impact des oméga-3. Donc, on a vraiment très dosé les oméga-3. On a vraiment même surdosé les oméga-3. On va voir que c'est pas le seul outil, les oméga-3. Donc, on a le régime qu'on va faire plutôt hypotoxique, sans lait, sans lactose, sans produits laitiers, sans gluten. Et puis, on va voir également qu'il y a plein d'autres outils. Bon, juste pour vous la citer, mais on va le développer plus tard. La vitamine D, également le curcuma, etc. Tout ça, ça fait partie des autres outils que l'on va ajouter à notre panel. Et ça, ce qui est vraiment important, c'est de savoir que lorsque on fait plusieurs supplémentations, on a une synergie d'action entre les différents micronutriments, ce qui permet de ne pas être sur des dosages aussi importants en oméga-3. Voilà. Après, vous avez vu, les autres études ne sont pas sur des dosages à 5 grammes. On est plutôt autour de 1,5 à 2 grammes maximum. C'est quand même encore des études d'intervention où également on voulait montrer l'impact des oméga-3 dans ces études et on a également surdosé les oméga-3. Parfait, merci. On reviendra aussi sur le dosage un peu plus tard dans la présentation, mais c'est vrai que ça dépend de la volonté d'action. Est-ce qu'on est en prévention? Est-ce qu'on répond à une pathologie précise? Ça dépend du poids de la personne, ça dépend de beaucoup de choses, de l'alimentation aussi. Voilà. De manière générale, on préconise 2000 mg d'oméga-3 par dose journalière chez Norsan. Ça, on l'a basé sur des résultats d'analyse des acides gras auprès de la population européenne, parce qu'on a un fort déséquilibre quand même déjà, oméga-6, 3. Mais voilà, on va y revenir parce qu'on avait une seconde question. D'accord. C'était si l'alimentation suffit ou si on avait besoin de compléments, surtout quand la barrière intestinale est perméable.
Oui, bien sûr. Effectivement, l'alimentation, ça va dépendre également, bien sûr, des personnes, hein, puisqu'il y a des personnes qui veulent absolument pas entendre parler des poissons gras, malheureusement. Malheureusement, non pas malheureusement, puisque effectivement, ces poissons gras, bon, comme tous les poissons, on en manque de plus en plus cruellement. Hein, c'est vrai qu'il faut aussi considérer bah, les problèmes environnementaux. Et justement, on a un outil fabuleux, c'est qu'on a les oméga 3 issus d'une microalgue qui s'appelle le Chysitrium species, que l'on retrouve dans la gamme donc Norsan par Oméga, sous le sigle oméga 3 vegan, et qui permettent justement pour les personnes qui ne veulent pas prendre de poisson, en l'occurrence les végétariens, les véganes. Donc, je connais bien le sujet puisque moi-même, je suis végétarienne. Et on peut vraiment, justement, se retrouver par rapport à ça. Hein. Donc, on peut vraiment pallier ce déficit en oméga 3 dû à une alimentation végétale grâce à une complémentation appropriée. Mais il y a d'autres compléments que l'on va voir bientôt, dans quelques diapositives, qui permettent également d'accompagner la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. Voilà, il n'y a pas que l'alimentation sur lequel on peut jouer. Hein. Il y a différents curseurs. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on a c'est vrai que je m'emballe un peu, il est presque 42, il faudrait que je termine mes 20 diapos en peu de temps. Alors, je vais essayer de faire bref. C'est vrai que j'avais consacré un petit temps sur les effets anti-inflammatoires des oméga 3, avec donc quelques rappels sur l'inflammation. Mais alors, je vais aller super vite pour essayer d'aller plus en pratique. Puisque là, on est un peu sur de la théorie avec l'inflammation, effectivement, hein, qui est une réaction de notre organisme face à une agression qui peut venir de l'extérieur, de l'intérieur de l'organisme, avec l'auto-immunité, hein, qui fait partie de cette inflammation. Et puis, avec différents acteurs au niveau de notre système immunitaire, les cellules immunitaires de différents tissus, hein, donc c'est les mastocytes, les macrophages, les cellules immunitaires qui circulent dans l'organisme, hein, donc que ce soit les lymphocytes T, B, les monocytes, et puis bien sûr les médiateurs de l'inflammation. Ce sont des molécules chimiques hein, qui sont libérées par les cellules immunitaires. Eh bien, figurez-vous que les oméga 3, justement, sont très importants dans ces médiateurs lipidiques de l'inflammation. Donc, les médiateurs de l'inflammation, on a à la fois l'histamine, hein, qui va permettre d'augmenter la perméabilité vasculaire, les cytokines pro-inflammatoires, hein, des petites molécules hein, qui vont permettre justement de communiquer, hein, de faire communiquer les cellules immunitaires entre elles et justement de recruter un maximum de cellules immunitaires, mais ce qui va justement aussi entretenir l'inflammation. C'est pour ça qu'on fait appel aux anti-TNF alpha, aux anti-L6 dans les traitements conventionnels. On essaye de stopper un peu cette cascade inflammatoire. Et également, les médiateurs lipidiques de l'inflammation, c'est là où je voulais vraiment insister, parce que ces médiateurs lipidiques sont synthétisés à partir des acides gras oméga 3 et oméga 6. Qui se trouvent dans la membrane de nos cellules immunitaires. Hein, donc, et on parle de leucotriène, de prostaglandine, de thromboxane. Tout ça, ce sont les médiateurs lipidiques de l'inflammation. Et ceux-là ont des vertus à la fois pro-inflammatoires et d'autres anti-inflammatoires. Juste de très, très brièvement, par exemple, l'EPA permet plutôt de donner naissance à des médiateurs lipidiques plutôt anti-inflammatoires. L'acide arachidonique, qui est un oméga 6, lui, un oméga 6 longue chaîne, lui permet plutôt de donner lieu à des médiateurs lipidiques qui sont plutôt pro-inflammatoires. D'où l'intérêt vraiment d'avoir un équilibre au niveau de son apport alimentaire, mais également de sa complémentation entre les apports en EPA et les apports en acide arachidonique. L'acide arachidonique, on en trouve partout, dans les fromages, on en trouve dans les produits animaux, dans les charcuteries, etc. L'EPA, on le retrouve dans les poissons gras et bien sûr dans les compléments alimentaires enrichis en oméga 3 longue chaîne, donc en l'occurrence les oméga 3 vegan
chez Norsan. Voilà. Vraiment important d'équilibrer ces apports entre oméga 6 et oméga 3 via l'alimentation, avec l'huile de colza, l'huile de lin, bien sûr. Pour ceux qui mangent du poisson, des poissons gras, ça permet d'apporter tous ces EPA, ces oméga 3 comme l'acide alpha-linolénique, etc. Et vraiment, ils doivent être en équilibre avec les oméga 6 pour vraiment contrer l'effet plutôt pro-inflammatoire des oméga 6. Donc, important, tous ces apports. L'apport en DHA est également capital, puisque les métabolites du DHA vont contribuer à résoudre l'inflammation, à atténuer l'inflammation et à réguler l'auto-immunité. Donc vraiment, EPA, DHA au cœur justement de la finalement résolution de l'inflammation et de l'atténuation de l'auto-immunité. Alors, je passe, j'essaye d'accélérer, désolée, j'ai pris un petit peu plus de temps que normalement. Je voulais vous dire également que les oméga 3, on a différentes publications qui montrent justement une réduction de tous les médiateurs inflammatoires, que ce soit le TNF-alpha, l'interleukine 6, et que dans toutes ces études, également que ce soit également in vitro, également chez l'homme, on a vraiment l'EPA et le DHA qui sont au cœur de tout cela, en fait. Hein. J'insiste également sur le régime végétarien, qui est vraiment une très très bonne alternative également, qui permet d'apporter de nombreux végétaux qui sont au cœur justement de l'écosystème intestinal, qui vont apporter des fibres pour notre microbiote. Et on voit que le régime végétarien améliore tous les symptômes associés à la polyarthrite rhumatoïde. J'en viens vite en accélérant au complément alimentaire, que je vous avais promis d'évoquer. Voilà, la vitamine D capitale pour accompagner justement les personnes qui justement souffrent de la polyarthrite rhumatoïde. C'est vrai que les déficiences en vitamine D sont beaucoup plus importantes chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde par rapport au sujet en bonne santé. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que également, l'association oméga 3 vitamine D est vraiment intéressante, en tout cas pour oméga 3 vegan, qui contient à la fois les oméga 3 EPA, DHA et la vitamine D. Ça permet d'avoir tout en un, c'est pas plus mal. La vitamine D sous forme de D3 a un rôle vraiment de modulateur de l'immunité. La supplémentation, il faut la faire quand même en fonction du bilan sanguin. Mais voilà, des apports en entretien autour de 500 ou 800 unités internationales, étant donné que tout le monde en manque, surtout en hiver, c'est intéressant. Hein, donc voilà. Mais par contre, pour des personnes qui sont vraiment très déficitaires en vitamine D, avec des taux inférieurs à 20 nanogrammes par millilitre, hein, vraiment là, il faut quand même doser un peu plus la vitamine D, aller jusqu'à 3000 unités internationales par jour pendant minimum un mois pour essayer de régulariser les choses. J'insiste sur le curcuma, qui est vraiment un anti-inflammatoire puissant, un antioxydant puissant, et qui montre des super résultats également pour diminuer la prise d'anti-inflammatoires. En l'occurrence, là, on était sur le diclofénac dans cette étude que je vous ai citée ici. La curcumine a des effets également locaux sur la muqueuse intestinale, puisqu'elle va protéger la fonction barrière. Elle réduit les effets délétères du régime occidental riche en graisses saturées, et vraiment tous ces effets associés à d'autres micronutriments comme la glutamine, qui, elle, permet justement de restaurer la barrière intestinale. Vraiment, tout ça, ça rentre en synergie d'action. Hein. C'est vraiment intéressant d'ajouter un petit peu tout ça pour, voilà, donc la glutamine, quelques données par rapport à la perméabilité intestinale, puisqu'elle joue vraiment un rôle dans l'expression des protéines des jonctions serrées. Les jonctions serrées, c'est ce qui permet justement de rendre d'apporter justement de ne pas rendre la perméabilité. Voilà, je vais y arriver. Les jonctions serrées, en fait, ce sont ce qui joint, en tout cas,
des particules qui sont jointives entre les différents entérocytes. Les entérocytes sont les cellules de la muqueuse intestinale. Et ces jonctions serrées ne doivent rien laisser passer. Et effectivement, elles sont dégradées lorsqu'on est en liquigote. Donc la glutamine, elle permet de les restaurer et de bien travailler dessus, en fait. Le zinc également, hein, donc souvent un déficit en zinc lorsqu'on a également un gros stress, puisque le stress est également au cœur de la perméabilité intestinale. C'est vrai que j'accélère. Les probiotiques permettent de corriger la dysbiose, agissent bien sûr favorablement sur les jonctions serrées de la muqueuse intestinale et font également partie du panel de tous les micronutriments à mettre en place pour ces deux pathologies, avec vraiment prendre en considération le stress chronique qui a également un impact énorme sur l'écosystème intestinal. Bon, le stress chronique, on est sur l'hygiène de vie, on est sur les techniques de gestion du stress et on est sur les compléments alimentaires avec le magnésium en centrale et les plantes adaptogènes. Voilà, j'en termine avec la stratégie. Ouf, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Quelle est justement la stratégie à mettre en place pour essayer justement d'accompagner au mieux les personnes qui sont en situation, qui souffrent de la polyarthrite rhumatoïde ou de la spondylarthrite ankylosante? D'abord, stopper l'agression du système intestinal. Comment le stopper? Eh bien, justement, par un régime hypotoxique, mais également en diminuant tout le panel des anti-inflammatoires et des antalgiques qui accompagnent les patients qui souffrent de ces pathologies. Et ça, on peut le faire justement en faisant appel aux oméga-3, en faisant appel également à d'autres micronutriments comme la curcumine, donc qui serait du curcuma. Mais on va également restaurer en même temps, pratiquement. Il faut également restaurer l'équilibre du microbiote. On a également différents outils que l'on a vus pour restaurer cet équilibre du microbiote. On va essayer de réparer la muqueuse intestinale. Et puis, bien sûr, tout en, je viens de le dire tout à l'heure, en essayant de trouver des alternatives aux anti-inflammatoires non stéroïdiens pour calmer les douleurs. Puisque c'est vrai que les personnes vraiment souffrent, donc il faut vraiment trouver ces alternatives. Moi, je peux le dire, donc en accompagnant les différentes personnes, que effectivement, un régime tendance méditerranéenne, sans gluten, sans lait, minimum 4 semaines, avec un apport optimal en oméga-3, une supplémentation en magnésium pour les personnes très stressées, mais pour la majorité des personnes, c'est le cas, malheureusement, de plus en plus. Et avec également de la curcumine pour calmer l'inflammation en parallèle des oméga-3. Vraiment, on est sur une bonne stratégie pour accompagner les personnes vers vraiment un mieux-être et pour les aider à diminuer leurs médicaments anti-inflammatoires. Là, vraiment des super résultats avec cette stratégie que je vous dévoile, qui est la stratégie que moi-même, je mets en place lors de mes consultations. Voilà, avec différents outils aussi, zinc, glutamine qu'on a évoqué, des probiotiques, certaines huiles essentielles qui permettent également un rééquilibrage de la flore intestinale. Désolée d'avoir pris un peu plus de temps, mais en tout cas, merci pour votre attention et je laisse la parole à Magali. Merci, pas de souci, avec grand plaisir, c'était très intéressant et très complet. On va revenir sur certains points rapidement s'il y a encore des questions. J'en profite, on a eu 2 remarques. Alors, une personne qui nous confirmait que le fait d'éviter le gluten et les produits laitiers et de passer aux légumes, légumineuses l'a énormément aidé dans son bien-être. Donc, merci pour ce retour d'expérience. Et puis, une précision, un conseil complémentaire qui est associé à la curcumine, le poivre et le gingembre pour que ce soit mieux absorbé oui, dans la tout à fait. Merci aussi également pour ce conseil complémentaire. Alors, vu le temps, moi, je vais juste vous partager une slide pour vous présenter l'ensemble de la gamme. Donc, on va regarder ça ensemble rapidement. J'espère que vous voyez. N'hésitez pas à interrompre sinon. Donc, c'était simplement pour vous présenter les 4 gammes de chez Nansen qui sont chacune déclinées en... D'accord, il y a des personnes qui ne voient pas. Est-ce que Madame Denon... je dois arrêter le partage d'écran.
Oui, Ça permettra juste de passer oui. la slide. Voilà. Sinon, je vous le présente sans, il n'y a pas de souci. Je vais arrêter, je vais recommencer. C'est bon? Super. Donc, c'était pour les 4 gammes qui sont déclinées en version liquide, donc l'huile pure ou en capsule pour s'adapter aux préférences de chacun. Donc, dans l'ensemble des gammes sur les versions liquides, vous avez 2000 mg d'oméga 3 par dose journalière et 800 unités internationales de vitamine D3. Alors, sur plus spécifiquement les différentes gammes, on fait ça très rapidement. Vous avez la gamme totale qui est l'huile 100% naturelle de petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. La spécificité de cette gamme-là, c'est qu'elle va être particulièrement riche en EPA. Alors, l'EPA, on va le recommander surtout pour les personnes qui ont des problèmes liés à l'inflammation et pour le maintien de l'activité cardiovasculaire. Vous avez aussi la gamme vegan, donc on en a déjà parlé ce soir. Donc, c'est l'huile d'algue qui est issue de la microalgue marine Schizochytrium sp, qui est naturellement hautement dosée en EPA et DHA. Donc, la spécificité ici, c'est que vous avez sur le marché des gammes qui sont véganes, mais qui vont vous apporter des oméga 3 ALA. Donc, la ALA, c'est très bien, c'est un précurseur de l'EPA et du DHA, mais la plupart des études portent sur l'EPA et le DHA, et c'est ce dont on manque généralement quand on a une alimentation végane ou végétarienne. Donc, l'avantage de cette gamme-là aussi, c'est parce qu'elle est particulièrement riche en DHA. Ça, on va le recommander pour le maintien de la vision et de l'activité cérébrale, mais aussi pour les personnes enceintes à partir du troisième mois de grossesse, parce que ça va être très important pour le développement du fœtus. Évidemment, pour toutes les personnes qui souhaitent limiter leur impact sur l'écosystème marin ou qui ont une alimentation végétarienne. Vous avez la gamme Arctis, qui est l'huile de foie de morue 100% naturelle toujours. Donc, le 100% naturel, ça veut dire que ce n'est pas concentré chimiquement et qu'on est sur des triglycérides donc dans leur état naturel. Donc, cette gamme est aussi particulièrement dosée en DHA. Donc, on va avoir les mêmes recommandations que pour la gamme vegan, sauf pour les personnes qui acceptent de prendre du poisson. Et vous avez la gamme Kids, qui est un mélange d'huile de foie de morue et de petits poissons gras. Et donc, ici, la posologie est adaptée aux enfants. Vous avez un plus grand équilibre PA-DHA. Et puis, ce sont des produits surtout sans sucre ajouté. Ça, c'est très important de le regarder dans les compléments alimentaires pour enfants. Vous avez, pour faciliter la prise, par contre, de l'arôme naturel d'orange. Voilà, on n'a plus le temps pour rentrer en détail pour tout le reste. Je vais simplement vous partager la slide aussi sur les contacts. Donc, on a les certifications IFOS. Donc là, on a la note maximale donc, de 5 sur 5 sur chacun des critères. Et puis le label Friends of the Sea, puisque les poissons sont issus de la pêche sauvage et durable. C'est-à-dire qu'on a un taux de renouvellement du calibre qui est suffisant. Alors, on avait une question sur les doses en oméga pour la polyarthrite. Oui, donc effectivement, on ne peut pas répondre de façon précise à cette question. C'est vrai que c'est vraiment au cas par cas. Voilà, pour des personnes qui ne vont pas du tout s'alimenter de façon méditerranéenne, et qui ne vont pas faire appel aux poissons gras, donc là on va doser un peu plus. Après, il faut voir également est-ce que l'on va associer par exemple de la curcumine, est-ce qu'on va travailler sur la barrière intestinale, quel est le niveau justement d'évolution de la pathologie. Mais je dirais de façon comment dirais-je, générale, moi je trouve que les produits d'enseigne sont bien dosés, donc j'aime bien l'oméga 3 vegan en tout cas, qui associe donc des doses plutôt correctes de PA-DHA pour une cuillère à café. On peut, moi je pense, aller un peu au-delà d'une cuillère à café par jour. Là, moi, ce que je vous engage à faire, pour ceux qui s'intéressent, c'est à faire le dosage, le bilan des acides gras. Le bilan des acides gras oméga 3, ça se fait en laboratoire d'analyse, donc voilà. C'est payant, malheureusement, voilà, c'est pas remboursé. Voilà, mais en tout cas, ça permet de se situer, en tout cas, sur nos besoins en termes d'oméga 3. Par exemple, moi, je l'ai fait sur moi-même.
Et j'ai vu que je pouvais aller au-delà d'une cuillère à café d'oméga 3 vegan par jour. L'oméga 3 vegan est vraiment bien dosé en DHA, donc ça c'est super, parce que le DHA permet la résolution de l'inflammation, hein, donc on l'a vu dans la présentation, donc c'est super intéressant. Et un petit peu moins de PA, mais le PA vraiment est quand même assez bien dosé en oméga 3. Donc on a une stratégie avec le PA DHA qui est un petit peu différente des autres huiles qui sont plutôt issus de poissons gras. Donc ça va dépendre aussi, bien sûr, de la répartition EPA et DHA dans ces différentes huiles. Donc c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question de façon précise, mais sachez que déjà commencer par une cuillère à café, bien sûr, d'EPA et DHA, c'est enfin une cuillère à café par contre, excusez-moi, d'oméga 3 vegan de chez Norsan, et c'est bien. Voilà, justement, la cuillère à café du vegan, par exemple, ça va vous apporter 2 grammes d'oméga 3 par jour. Donc là, évidemment, on peut commencer par ça. Je suis d'accord, le mieux, c'est d'avoir fait une analyse des acides gras pour pouvoir se situer. On proposera aussi prochainement l'analyse des acides gras, elle arrive, promis cette année, ça devrait être bon enfin. Et puis si on voit qu'il y a une amélioration mais que ça ne suffit pas, on peut augmenter les doses. Voilà, ça me permet de préciser qu'on parle de surdosage à partir de 5 grammes par jour. Donc il y a de la marge, on peut pousser un peu plus avec la cuillère à soupe, comme vous le dites. On avait une autre question qui était pour un enfant de 5 ans. Donc s'il faut commencer par le produit Kids. Absolument, donc par 5 ans, la version liquide, on peut la prendre dès nourrissons, en fait, mélangée au biberon, et la version pastille gélifiée à mâcher, c'est à partir de 3 ans. Donc, pour un enfant de 5 ans, on adapte la posologie, donc là on le voit ensuite, vous pouvez nous écrire ou nous appeler si vous voulez des renseignements complémentaires. C'est marqué aussi sur le paquet, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'on avait encore d'autres questions? Sinon, j'en profite aussi donc pour vous dire que vous avez 20% de remise sur les produits Norsan pour avoir participé à ce webinaire. Donc, vous pouvez vous noter le code donc, web 260123 qui est valable pendant une semaine. Donc là, vous pouvez en bénéficier. Je profite aussi pour vous dire qu'on se donne rendez-vous donc, pour le prochain webinaire qui est le 23 février, donc avec Olivier Charlet, sur les algues et le Schizochytrium sp. On va rentrer beaucoup plus en détail sur ce produit-là et sur la micro-algue qu'on utilise. Et puis sur le replay également, donc ça on envoie toujours un replay après le webinaire. Donc dans les jours qui suivent, vous aurez, vu que vous êtes inscrit, le replay. Voilà. Est-ce qu'on a encore quelqu'un qui souhaite participer ou une dernière question? Sinon, en tout cas, je vous remercie vraiment à tous pour votre participation. C'était très agréable d'avoir des questions. Et merci à tous. Merci surtout à Anne-Laure pour avoir fait cette présentation très détaillée. Merci Norsan, merci Magali et merci à tous. Oui, donc on avait encore une question. Donc la présentation, vous aurez le replay. Voilà, il n'y a pas de souci, ça vient dans les jours qui suivent. Merci en tout cas et très bonne soirée tout le monde. Belle soirée à tous et à toutes.